Certaines colonies sont très denses, et à partir du moment où le petit est capable de rester tout seul la nuit pendant que la mère va chasser, ça se passe toujours quand il fait chaud et parce que les jeunes n'ont pas encore une très bonne thermorégulation, ils se mettent en essaim, les uns tenant chaud aux autres. Et dans certaines espèces, quand il y a des grandes colonies de plusieurs centaines d'individus, on peut avoir un essaim de chauves-souris très dense, de bébés chauves-souris donc qui ont quelques jours au moins. Et quand les mères reviennent pour nourrir le petit, elles se posent les ailes ouvertes sur la colonie de bébés. Et les deux plus proches de chacune de ces tétines vont s'alimenter et la femelle ne va pas forcément alimenter son propre jeune. C'est une alimentation collective et tout le monde élève tout le monde. La masse permet de maintenir une certaine température au sein de la colonie et l'ensemble des femelles alimente l'ensemble des jeunes. Ça, c'est pas pour toutes les espèces, bien sûr, il faut qu'il y ait des chiffres assez grands, mais ce sont des stratégies assez originales d'élevage des jeunes, et donc avec simplement un jeune par an, et donc une démographie qui est assez fragile s'il y a des pertes. Certaines années, c'est arrivé plusieurs fois ces dernières décennies en France, le printemps est tardif, il y a un petit créneau de beau temps, les jeunes viennent au monde, il fait très mauvais derrière, les femelles n'ont plus à manger, elles n'ont plus de lait et toute la génération peut disparaître en quelques jours. François Moutou est vétérinaire de formation et il a mené une carrière d'épidémiologiste. Auparavant, il était le chef de l'unité épidémiologique de l'ancêtre de l'actuelle ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation. En un mot, François Moutou est une des grandes figures du paysage écologique français, spécialisé en chauves-souris ces dernières années. Les chauves-souris, ces êtres nocturnes bizarres, mystérieux et incompréhensibles, ont mauvaise réputation, depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder les gargouilles de la plupart des cathédrales qui prennent la forme de ces animaux. L'homme est un animal diurne et il n'aime pas trop ce qui ne lui ressemble pas, a l'habitude de dire François Moutou. La réputation des chauves-souris a encore été aggravée depuis qu'on soupçonne une de ces espèces asiatiques d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. François veut remettre les choses et surtout les êtres à leur place. Je le cite, « Il est vrai qu'on a découvert sur une espèce de rhinolophe asiatique un virus qui pourrait bien être l'ancêtre du Covid-19, responsable de la pandémie actuelle. » Deux choses sont toutefois à distinguer, l'origine et la propagation. Il faut préciser qu'il existe plus de 1300 sortes de chiroptères, de chauves-souris. On ne peut donc pas parler de la chauve-souris en général. Suite et fin du grand livre des chauves-souris avec François Moutou. C'est parti. Rebonjour François. Bonjour Marc. Je suis ravi de vous retrouver. On a fait une belle première émission. On avait planté le décor, on avait beaucoup parlé de l'écolocation. On a parlé de ces noms merveilleux, pipistrelle, oreillard, feuillard, barbastelle. On a parlé des expériences de Spallanzani, cet Italien cruel qui n'osait même pas publier ses résultats et qui a été compris 150 ans plus tard. Bref, on avait parlé de tout ça la dernière fois. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on commence par un point central, qui est le point des virus. Je voudrais que vous m'expliquiez dans quelle mesure les chauves-souris sont d'énormes réservoirs à virus et qu'elles sont un tout petit peu plus haïes pour ça, malheureusement, et que tout ça est relativement mal compris. Oui, alors c'est un sujet assez compliqué pour lequel on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions, mais ce qu'on peut dire, c'est que les chauves-souris sont relativement peu connues dans le domaine de l'épidémiologie des maladies comparativement aux animaux d'élevage, aux animaux de compagnie, aux rongeurs qui sont depuis beaucoup plus longtemps étudiés. Mais qu'en même temps, il faut également imaginer qu'il n'existe pas de mammifères, voire d'espèces animales, qui n'hébergent pas de virus. Et même certains de ces virus sont indispensables. Nous avons dans notre génome, donc dans l'ADN d'un humain, dans mon ADN, dans votre ADN, il y a jusqu'à 7-8% des séquences qui sont en fait des séquences de virus qu'on a croisées quand on était à peine mammifère, peut-être reptile, il y a très très longtemps, ça se compte en millions d'années, et des virus qu'on a croisés, avec qui on a fait affaire, en résumant un tout petit peu, et qu'on a intégrés à notre génome, et qui sont pas juste des parasites, mais qui peuvent nous aider dans pas mal de situations de la vie de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment une digression, mais les mammifères ont une gestation intra-utérine, et vous savez que l'embryon est un individu différent de la mère au niveau génétique. Or, la question que tout le monde se pose, que certains se sont posés, pourquoi
la mère ne rejette pas cet embryon comme une greffe. Vous savez qu'on a des problèmes quand on greffe des organes à des gens qui en ont besoin, c'est qu'il peut y avoir génétiquement des différences telles que le greffon est rejeté par l'organisme receveur. Or, chez les mammifères, et heureusement, on ne serait pas là pour en parler sinon, le fœtus n'est jamais rejeté par la maman, par son système immunitaire. Et on pense que ce sont des virus qu'on a acquis au cours de l'évolution qui permettent cette gestation et qui permettent aux mammifères d'être des mammifères. Et donc, dire que les virus sont tous méchants, ça n'a pas de sens. Certains sont évidemment peu recommandables, mais la plupart, soit sont neutres, soit sont absolument nécessaires. Et donc, le fait de trouver des virus sur des chauves-souris, c'est tout à fait naturel. Et comme elles sont entrées assez récemment dans le domaine de la recherche médicale, on a beaucoup plus de choses à découvrir sur elles que sur beaucoup d'autres groupes de mammifères qu'on a plus étudiés parce que plus proches de nous dans beaucoup de sens de ce terme proche. Et donc, on découvre que les chauves-souris peuvent héberger des virus dont certains peuvent être responsables d'une maladie comme la rage, peuvent être responsables d'une maladie comme les SRAS, celui qu'on a connu en 2003 et celui de 2019-2020. Et ce sont des découvertes qui sont à la fois intéressantes, à la fois pratiques. Et en même temps, ce qui est assez passionnant, c'est que les chauves-souris ne semblent pas malades de ces virus. Et donc, plutôt que les voir comme des sales bêtes qui nous embêtent, si on pouvait trouver leurs trucs qui permettent de cohabiter avec le virus sans être malade, ça serait absolument génial. Et donc, peut-être qu'on a beaucoup à apprendre des chauves-souris et qu'il faut les voir peut-être comme une source potentielle de virus, mais peut-être comme la réponse aux questions que les virus posent. Donc, étudions-les avec beaucoup de respect. Ok, c'est bien compris. On va maintenant parler du Covid-19. Vous avez le champ libre, c'est votre spécialité, François, je rappelle à ceux qui nous écoutent, vous êtes vétérinaire de formation, mais vous êtes surtout épidémiologiste. Vous avez travaillé longtemps à ce qu'on appelait autrefois, mais l'Agence de sécurité sanitaire. Donc vous êtes en plein dans votre champ d'expertise. Donc prenez le temps de nous expliquer, effectivement, que la Covid viendrait. Dans le cas du virus, on dit le Covid. Le virus du Covid, c'est la maladie qu'on appelle la Covid. La Covid, c'est la maladie, et le virus, son nom, c'est SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, merci de me le rappeler. Donc voilà, vous avez le champ libre. Expliquez-nous, le SARS-CoV-2 est très proche, il n'est pas complètement identique, mais de ce qu'on trouve chez certaines chauves-souris asiatiques. Je vous laisse m'expliquer ça. Alors, je commence en rappelant simplement que j'ai travaillé effectivement sur le SARS-1, le SARS-1, de 2002 jusqu'à 2006-2007, et que le Covid actuellement, la Covid actuelle, je la vois en tant que retraité avec beaucoup d'intérêt, mais je ne suis pas directement dedans. Donc voilà, je précise cette information-là. Et donc, j'ai quand même l'expérience du précédent, sachant qu'il y a des différences avec le nouveau. Alors, si je prends l'exemple en fait du précédent, parce qu'il y a encore beaucoup d'analogies avec la situation actuelle. Quand le SARS premier est apparu fin 2002, début 2003, on a fini par mettre en évidence un petit animal, mais pas du tout une chauve-souris, qui était sans doute l'espèce à partir de laquelle les humains se sont contaminés. Donc on a un animal qui est une civette, c'est un petit carnivore asiatique que les gens mangent dans le sud de la Chine. Qui ressemble à un gros chat très effilé avec une longue queue, je le précise juste au passage. Et assez mignon d'ailleurs, assez mignon parce qu'il y avait un projet d'en faire des animaux de compagnie qui s'était développé à Taïwan, et j'ai vu des élevages dans lesquels un des débouchés c'était les animaux de compagnie, les nouveaux animaux de compagnie. Et ces animaux en Chine sont souvent mangés pour deux raisons, alimentaires mais aussi symboliques. Il y a souvent une raison qui fait que, par exemple, cette petite civette qui mange beaucoup de fruits alors que c'est un carnivore, devrait rassembler dans son organisme toutes les belles choses associées aux fruits. Et donc, manger une civette à l'automne, c'est comme se vacciner contre la grippe chez nous au mois de novembre. Voilà, sauf que les résultats ont manifestement été assez différents. Et donc, on a compris que cette civette était sans doute la source de virus qui a diffusé après chez les humains. Et l'épidémie de SARS en 2003 était exclusivement, à partir de la première civette et du premier humain, une épidémie d'homme à homme, enfin d'humain à humain, parce qu'il y a eu aussi des femmes qui ont été évidemment contaminées. Et quelques années plus tard, alors un peu par hasard, les gens ont cherché des virus sur beaucoup d'animaux et ils sont tombés sur des rhinolophes asiatiques. Des rhinolophes, des chauves-souris, je le précise au passage. Oui, des chauves-souris qui ont un drôle de nez et qui sont celles qui émettent leurs ultrasons par le nez, justement, avec des feuilles nasales très, très, très spectaculaires. Et ils ont trouvé sur ces rhinolophes asiatiques des virus, des coronavirus, comme le virus du SRAS, extrêmement proches et suffisamment proches pour penser que le virus de chauve-souris, qui est différent du virus du SRAS de l'homme, était quand même son ancêtre potentiellement, et que donc avec quelques mutations, on peut passer du virus de chauve-souris au virus humain.
Et dans le schéma qu'on a reconstitué après coup, dans les années 2010, par là, on s'est dit c'est sans doute un virus de chauve-souris qui est passé à la civette. Les civettes, il se trouve que les gens ont commencé à les élever pour les manger. Il a encore continué à évoluer chez ce mammifère terrestre. Il est passé chez les humains, alors sans doute dans un restaurant en Chine. Quand vous allez acheter votre déjeuner, votre animal pour le repas, quand c'est un petit animal, vous l'achetez vivant. Pour des raisons culturelles, on garantit la fraîcheur. Et c'est dans le restaurant qu'on tue l'animal devant vous, si vous le souhaitez, pour que vous soyez certain que vous allez manger de la nourriture fraîche. Et le virus est passé au premier humain, sans doute, à l'occasion de la mise à mort et de la préparation d'un civet de civette. La recette existe, je l'ai en chinois, enfin bon, on comprend très bien comment ça se passe. Vous parlez toujours du SARS-CoV-1 en 2003. Absolument. Et donc, voilà pour l'histoire du SARS-CoV-1. Et donc, on s'était dit, on a trouvé un virus ancêtre chez les chauves-souris. Il est passé chez les civettes, on ne sait pas trop comment. Et on ne sait toujours pas comment en 2020. Et puis, dans un restaurant, quand on a préparé la civette pour ce dîner-là, avec ces convives-là, le virus est passé de l'animal au cuisinier. Et le virus et le cuisinier ont fait affaire, si je puis dire. Et donc, le virus est humanisé en passant sur cette personne. Il est devenu différent du virus de la civette, et on a les deux souches virales, et elles sont différentes. Et le virus devenu humain a fait la maladie avec 8000 cas et 800 décès à peu près en 2003. Fin 2019, je me souviens d'un message sur une liste d'épidémiologie que je reçois toujours, où je vois écrit attention, nouvelle maladie respiratoire dans le sud de la Chine ou dans le centre de la Chine, d'origine inconnue. C'est curieux parce que ça m'a beaucoup rappelé le message que j'avais vu en 2002 qui disait à peu près la même chose et qui s'était traduit par l'émergence du premier SRAS. Alors SRAS, c'est l'expression française et SARS, c'est le sigle anglais. On inverse le A et le R pour passer du français à l'anglais. Enfin, c'est un petit détail de linguistique. Et donc, quand on a vu ce premier message fin décembre 2019, j'ai commencé à regarder, j'ai contacté mes collègues encore en activité dans différents laboratoires, et on s'est rendu compte que chez les humains de la ville de Wuhan, donc dans le Hubei, une province centrale de la Chine, au bord du Grand Fleuve, on avait une épidémie de maladies à syndrome respiratoire qui ressemblait assez fortement au SRAS de 2002-2003, et assez rapidement, on a mis en évidence un nouveau coronavirus. Et donc, on a imaginé que le même schéma s'était reproduit, et effectivement, on a retrouvé assez rapidement un virus de rhinolophe, toujours une chauve-souris asiatique, assez proche de ce virus qui circulait à partir du début de l'année 2020, mais qui était différent, c'était pas le même, il y a eu des changements entre les deux, et la question qui n'est toujours pas résolue au mois de septembre 2020, c'est comment le virus de chauve-souris est devenu le virus humain. Quand cela s'est-il passé? Où cela s'est-il passé? Et est-ce qu'il y a eu un intermédiaire, un mammifère autre, ni chauve-souris, ni humain, dans lequel le virus se serait préparé en quittant un petit peu ses caractéristiques de chauve-souris? Ce qu'on appelle l'hôte intermédiaire. Voilà. Le suspect numéro 1 a longtemps été le pangolin, sur lequel j'ai fait 2 épisodes, et qui est aujourd'hui plus ou moins hors de cause. Oui. Je rappelle que, effectivement, nous deux, nous parlons là, nous sommes le 3 septembre 2020, et que quand l'épisode passera, il en sera peut-être autrement. Voilà, je voudrais juste nous couvrir. Oui, en ce moment, les choses peuvent évoluer assez vite, donc il faut toujours dater le moment où l'on parle, parce qu'on connaît un certain jour peut être démenti ou modifié quelques jours plus tard. Il se trouve que début 2019, donc indépendamment de ce qui s'est passé à la fin de l'année, les autorités chinoises trouvent un chargement d'animaux de braconnage, de contrebande, sur un bateau qui vient d'Indonésie, sur les îles de l'Indonésie, le saisissent, et les douanes chinoises envoient une partie des animaux qui sont encore vivants à un laboratoire de virologie pour voir au hasard un peu de quoi il en retourne et si ces animaux hébergent des virus. Et en septembre 2019, une publication est rendue publique en anglais, donc elle est facilement accessible par la communauté scientifique. Et moi, je l'ai trouvée de chez moi sur un site où les revues sont en libre accès. Quel est ce site ?
Alors, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, j'ai plus le nom de la revue en tête, mais enfin, l'article, je l'ai. Hein. J'ai trouvé la référence à l'article et après, l'article était accessible. Ça, si ça vous intéresse, je peux vous le transmettre, mais j'avoue, je l'ai pas en tête. Non. Voilà. Et donc, ils publient la liste des virus qu'ils ont trouvés sur un pangolin malais. Et dans cette liste de virus, on voit apparaître un coronavirus qui, effectivement, aujourd'hui, quand on le regarde de plus près, quand on est virologue, présente des analogies intéressantes avec le virus responsable de notre Covid. La question, c'est comment interpréter cette découverte sur un animal de contrebande qui a transité dans des très mauvaises conditions, mélangé avec plein d'autres animaux entre l'endroit où on l'a capturé, les caisses dans lesquelles il a séjourné, le bateau sur lequel on l'a transmis et qui termine dans un laboratoire. Est-ce qu'on peut garantir que c'est bien lui la source de virus et qu'il n'a pas récupéré en transit entre tous ces autres animaux qu'il a croisés? Donc, est-ce que le pangolin a un rôle particulier dans l'histoire ou est-ce qu'il est juste une victime de plus, sachant que de toute façon, les pangolins sont victimes d'un commerce effréné à la fois pour la consommation et surtout pour leurs écailles, qui sont parés de toutes les vertus dans la médecine traditionnelle chinoise, et que bien que protégés officiellement au niveau international, des centaines de milliers sont braconnés entre l'Afrique et l'Asie. L'Asie a été vidée des pangolins. Il y a 4 espèces asiatiques. 4 espèces africaines. Et donc, comme il y a presque plus de pangolins en Asie, il y a maintenant des correspondants chinois en pas mal de pays d'Afrique qui vont les ramasser là-bas. C'est terrifiant. C'est l'animal le plus braconné au monde. C'est ce qui était clairement établi dans mes 2 premiers épisodes. C'est mes tout premiers épisodes de Baleine sous gravillon. Je le dis avec émotion. D'accord. Et donc aujourd'hui, il y a cette coïncidence. Au début, on a dit le pangolin héberge le virus du corona responsable de la Covid. Et en fait, ça reposait sur une mauvaise interprétation de la publication qui était antérieure. Et quand on sait que le pangolin en question était braconné de contrebande et était passé dans des conditions vraiment certainement très difficiles de sa forêt d'origine au laboratoire de virologie, il est extrêmement délicat d'en conclure quoi que ce soit sur son rôle particulier. Et aujourd'hui, on pense que malheureusement, c'était juste une coïncidence. Voilà, et je sais pas si ça a changé grand-chose pour les pangolins, mais on recherche aujourd'hui une autre façon de voir le passage depuis le virus de chauve-souris vers les humains, sachant que la possibilité directe chauve-souris-homme n'est pas exclue non plus, et que le schéma du SRAS de 2002-2003 est certainement à explorer, mais n'est pas démontré non plus dans ce cas-là. C'est juste une analogie qui permet, comme souvent, de poser une hypothèse et on teste si on peut la confirmer ou pas. Et à ce moment-là, on passe à une nouvelle hypothèse pour chercher la réponse la plus probable dans cette histoire. Dans le cas de la civette, juste pour bien comprendre, il y avait aussi eu un hôte intermédiaire. L'hôte intermédiaire était la civette ou pas? Alors, la civette avait servi de cheval de Troie, si je peux prendre cette expression, entre les chauves-souris et les humains. Alors comment... Oui, donc la civette, juste pour bien comprendre, ce qu'on appelle l'hôte intermédiaire dans le cas du SARS-CoV-1 sur lequel vous avez travaillé en 2003, l'hôte intermédiaire, c'est bien la civette. Et l'origine du virus était bien la chauve-souris. Tout à fait. Tout à fait. Le réservoir, donc là où le virus se trouve depuis toujours, alors, la nuit des temps sans doute pas, mais depuis plus longtemps que nous on était là pour en parler, ce n'était pas la civette, mais ce sont les chauves-souris. La civette a fait le lien entre le réservoir naturel, original, chauve-souris, et les humains consommateurs de civettes qui ce jour-là auraient dû manger autre chose que de la civette. Ce qui me permet de dire quelque chose d'évident, mais qui me paraît bon quand même de rappeler, c'est que il est complètement stupide d'en vouloir aux animaux de nous infecter avec leur virus, puisque c'est nous qu'allons les chercher en les braconnant, en envahissant le milieu sauvage. Enfin, il n'y a aucune raison de détester davantage les chauves-souris à cause de la Covid. C'est presque un tour que nous joue Dame Nature. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus. Mais moi, j'ai eu la chance, oui, je dirais chance. En tout cas, j'ai visité des marchés dans le sud de la Chine entre 2003 et 2005 ou 2006, et j'ai vu des choses que je n'imaginais pas. Peut-être que j'étais un peu naïf, mais j'ai compté une quinzaine d'espèces d'oiseaux différents. Je ne sais plus combien d'espèces de mammifères, de reptiles, de tout ce qu'on peut imaginer. Les animaux sont toujours vivants parce que ce sont les conventions et les habitudes pour garantir la fraîcheur. Les animaux sont dans des caisses dans lesquelles ils sont serrés les uns contre les autres, mais c'est inimaginable d'un point de vue, on peut ne pas être fanatique du bien-être animal, mais on est sûr que là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les caisses sont posées les unes sur les autres, et moi, ce que je dis et ce que j'ai écrit, c'est que si on veut tester la probabilité
de faire passer un virus d'une seule de ces espèces vers l'espèce humaine, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce sont des marchés que j'ai vus en été, donc dans des pièces qui sont très chaudes, c'est presque tropical dans le sud de la Chine, le côté de Canton, Shenzhen et Guangdong, et donc ce sont des zones extrêmement chaudes, vapeur d'eau à saturation. C'est idéal pour tester si un virus d'oiseaux, de reptiles, de mammifères peut passer des oiseaux aux mammifères, des mammifères aux reptiles et aux gens. Et dans le marché, les gens habitent là, les marchands dorment sur place. Enfin, c'est des conditions hallucinantes, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour tester. Et le fait que les animaux aient des virus, tout le monde le sait normalement. Donc, vous les concentrez, vous les mettez dans des conditions de stress qui ont comme conséquence de faire baisser plutôt leur défense immunitaire, de favoriser les virus qui peuvent se multiplier et donc excréter encore de façon plus facile. Voilà, et à force de temps en temps, vous avez un passage, et même, je dirais que 2 passages en 17 ans, 2002-2019, c'est pas tant que ça finalement. Et donc, on est presque chanceux de n'avoir eu que 2 épisodes avec un corona dans ces conditions-là, avec la façon dont les animaux sont exposés dans ces marchés. On a bien compris tout ce que vous avez expliqué. Est-ce qu'on a fait le tour de cette histoire de virus et de Covid? On n'en fera jamais le tour, mais est-ce que notre présentation est complète ou est-ce qu'il manque quelques aspects? Alors, ce que je peux dire, c'est que je confirme que dans le cas de la Covid, le virus qu'on trouve chez les chauves-souris n'est pas le même que le virus qui est présent chez les humains et qui cause la maladie. Donc, croiser une chauve-souris ne peut pas vous apporter un risque quel qu'il soit, en tout cas pas avec ce virus, parce que le phénomène qui s'est passé et qui a permis de passer du virus de chauve-souris au virus humain est certainement un phénomène extrêmement rare, possible puisqu'il s'est confirmé, mais il y a très très peu de probabilité pour que le même phénomène se reproduise une nouvelle fois. Donc, c'est un phénomène qui s'est passé en Asie, et les chauves-souris sont dédouanées par rapport à l'épidémie de Covid d'aujourd'hui. Dans ces marchés dont vous avez bien parlé, on comprend bien. Enfin, il n'y a pas ça en France. Enfin, c'est pas pour glorifier la France par rapport à l'Asie, mais non. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on a quelques pratiques en boutique et en ligne d'achat d'espèces exotiques de compagnie. Ah oui, très juste, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Vraiment, vraiment discutable. Non seulement pour le point de vue animal, parce que dire j'aime un animal et lui offrir une pièce d'appartement, c'est peut-être une façon d'aimer à particulière. Et en plus, on n'a aucune idée sur les risques sanitaires que ces animaux représentent. Et c'est vraiment une façon d'aimer la nature qui est catastrophique pour la nature. Vous parlez de quels animaux en particulier? Des reptiles, de quoi? Tout. Déjà, on a du mal avec, quand on pense aux chiens et aux chats qu'on abandonne, qu'on ne sait pas élever correctement, aux lapins nains et aux hamsters. On a largement aussi avec les espèces domestiques, qui sont d'ailleurs listées sur un arrêté ministériel, pour aller chercher des animaux qu'on ne connaît pas bien, dont on risque de mettre en péril la population sauvage à force de faire des prélèvements pour des gens qui sont des collectionneurs dans des aquariums, vivariums. C'est vraiment le contraire d'aimer la nature. Absolument le contraire. Je pense comme vous sur ce sujet, donc il n'y a pas débat ici en tout cas. Ok, d'autres choses à ajouter sur la Covid? Je voudrais vraiment être sûr d'être complet, n'étant pas un spécialiste. Non, je pense que on a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'épidémiologie de ces virus. Clairement, la Covid-19 est une maladie différente du SRAS de 2003, puisque en 2003, l'épisode avait duré de fin 2002 jusqu'à printemps 2003, et le virus avait vraiment disparu. Mais il était plus méchant. Et en fait, un virus, si on prend le point de vue du virus, qui est pas forcément facile à admettre, mais le virus, il n'a pas intérêt à être trop méchant s'il veut durer longtemps, parce que s'il est trop méchant, s'il tue vraiment les gens, s'il les rend très très malades, il coupe sa possibilité de se transmettre à un autre humain trop rapidement. Et donc, voilà, les virus qui rendent un peu malades, mais de façon minoritaire, les gens qui sont contaminés, a plus de chances de durer qu'un virus qui bloque tout le monde très rapidement parce qu'il est très agressif. C'est un point de vue anthropomorphique, mais on peut imaginer au niveau pathogénicité que c'est souvent un petit peu ce qu'on retrouve dans la réalité. Je souris en pensant à mon ami Chris de Bardia, qui est intervenu déjà plusieurs fois dans Baleine sous gravillon, qui est guide animalier, qui était au micro il y a pas si longtemps, et qui m'avait repris quand j'avais dit que tel animal avait l'air méchant. Je crois que c'était à propos du léopard du mer. Et vous, ça fait plusieurs fois que vous dites que les virus sont plus ou moins méchants, et je l'imagine en train de sourire. Voilà, c'était juste pour lui décocher un petit salut au passage.
et on en reparlera avec lui très vite. François, on va enchaîner, hein. On a fini sur ces histoires de Covid pour l'instant. Je vous rappellerai s'il y a de nouveau. On va finir de décrire les chauves-souris. On n'avait pas tout fait lors du premier épisode. Et je voudrais reprendre ce fil en parlant de quelque chose qui va vous faire sourire. Je voudrais parler des crottes de chauves-souris, qui sont un excellent guano, sauf qu'il faut le couper avec beaucoup d'eau, sans quoi ça brûle les plantes. Mais c'est un excellent guano. Est-ce que vous en savez quelque chose ou c'est pas un domaine qui vous intéresse? Si, c'est un sujet assez intéressant. Donc, le guano des chauves-souris est un excellent engrais. Alors, c'est parfois d'ailleurs un argument qu'on utilise quand des gens découvrent qu'ils ont des chauves-souris chez eux et qu'ils sont pas forcément convaincus de l'intérêt de garder ces locataires avec eux, ces colocataires. On leur dit, mais si vous avez un jardin, si vous avez des plates-bandes, si vous avez des fleurs, ça peut être excellent pour enrichir le sol. Donc, il y a des recettes pour le faire. Il suffit de mettre une bâche sous l'endroit où la colonie se trouve et vous récupérez le guano et vous pouvez tout à fait l'exploiter. Sachant qu'il faut quand même penser qu'on a la chance en Europe de l'Ouest parce que ce guano est très sec et est assez sain. Par contre, dans certains pays tropicaux, en particulier sur les Antilles françaises, donc c'est loin, mais c'est toujours en France, les chauves-souris peuvent héberger un parasite, un histoplasme, hein, qui est un champignon finalement, qui s'appelle Histoplasma capsulatum et qui lui peut être source de problèmes respiratoires chez les humains. Et ça impose deux choses. Les personnes qui vont dans les grottes pour observer les chauves-souris en zone tropicale doivent avoir un masque. C'est quelque chose qui est ancien mais que les gens font depuis bien longtemps et c'est essentiel parce que ça peut être extrêmement, extrêmement grave. Et deuxièmement, il y a quelques années, on a été sollicité par une entreprise qui avait un lien avec l'Asie du Sud-Est et qui voulait importer du guano de chauve-souris d'Asie du Sud-Est dans des magasins pour le jardinage en France, en disant c'est un engrais bio qui ne fera que du bien à vos plantes. Sauf que on n'avait aucune garantie par rapport à la possibilité de faire voyager avec le fameux histoplasme. Et donc là, avec les autorités vétérinaires et sanitaires, on a préféré ne pas prendre ce risque parce que peut-être que c'était bien pour les plantes, mais ça pouvait poser des vrais problèmes de santé aux personnes. Et j'ai deux amis chiroptérologues, hein, c'est le nom des personnes qui s'intéressent aux chauves-souris, des zoologues spécialistes des chauves-souris, qui se sont contaminés d'histoplasme aux Antilles et qui ont été vraiment malades. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Donc, le guano en Europe de l'Ouest, aucun souci, c'est quelque chose qu'on peut utiliser avec effectivement des bonnes recettes. Par contre, aux zones tropicales, attention, il peut y avoir danger pour les personnes. C'est bien compris, je suis content qu'on ait parlé aussi du guano. On va en venir à la reproduction des chauves-souris, hein. Parmi les idées reçues, il y a aussi le fait que les chauves-souris pulluleraient, ce qui n'est évidemment pas le cas puisque la plupart des espèces de chauves-souris n'ont qu'un seul petit parent qui s'appelle assez joliment un chauve-souriceau. Et j'ai lu quelque chose d'attendrissant, c'est que il y a des garderies chez les chauves-souris et les chauves-souriceaux circulent d'une femelle de nurserie à l'autre par le parapet que constitue l'uropatagium. Et l'uropatagium, c'est cette membrane de peau qui relie les talons de la chauve-souris à sa queue, et dont on avait déjà parlé de l'utilité la dernière fois, puisqu'elle lui sert aussi de gamelle, notamment mangée en vol, grâce à son uropatagium. Est-ce que vous voulez m'en dire un mot? Ma question se porte sur sur la reproduction des chauves-souris, sur le fait qu'elles n'ont qu'un seul petit parent. Oui, ce sont des animaux qui ont une démographie potentiellement assez lente, parce qu'avec un seul petit parent, quand on imagine une chauve-souris de 20 grammes, hein, les souris font à peu près la même masse, une vingtaine de grammes, ont des démographies qui n'ont rien à voir. Une souris peut se reproduire, ou un campagnol, qui est une petite souris champêtre, peut se reproduire toutes les 3 semaines, pendant toute l'année. Et on a des cas où on a eu plusieurs dizaines de portées, enfin, plus d'une dizaine de portées dans l'année, de 5 ou 6 à chaque fois. Donc c'est vraiment assez spectaculaire. Les chauves-souris, c'est vraiment une fois par an et un bébé par an. Il y a quelques exceptions évidemment, mais c'est extrêmement marginal et extrêmement secondaire. Et donc, les chauves-souris, si on les ennuie trop, s'il y a perte du jeune, il y en a un par an, il faut attendre la saison suivante pour compenser. Alors, les chauves-souris, par contre, dans leur colonie, elles ont parfois des comportements assez originaux qu'on ne retrouve pas chez d'autres mammifères. Les jeunes sont au tout début, pendant les premiers jours, portés par la mère en permanence, et elle part voler le soir, se nourrir avec le petit accroché à elle. Et alors, imaginez que les chauves-souris ont des mamelles pectorales, comme les primates que nous sommes, et les mamelles pectorales sont juste au-dessus des muscles pectoraux du vol.
Donc, il peut y avoir une certaine gêne de la part de la femelle avec le petit accroché au niveau des muscles pectoraux. Et les rhinolophes, par exemple, et quelques chauves-souris ont inventé un faux téton qui se trouve au niveau du creux de l'aine. Et quand la maman chauve-souris part faire ses courses le soir, le petit va s'accrocher au niveau du faux téton, comme une tétine qu'on donne à un bébé, au niveau du creux de l'aine pour libérer les pectoraux et la laisser voler de façon plus à l'aise et avec sans doute plus de manœuvrabilité pour attraper ces insectes et trouver sa nourriture. Et donc ça, c'est aussi une adaptation assez intéressante. Et certaines colonies sont très denses, et à partir du moment où le petit est capable de rester tout seul la nuit pendant que la mère va chasser, ça se passe toujours quand il fait chaud et parce que les jeunes n'ont pas encore une très bonne thermorégulation, ils se mettent en essaim, et les uns tenant chaud aux autres. Et dans certaines espèces, quand il y a des grandes colonies de plusieurs centaines d'individus, on peut avoir un essaim de chauves-souris très dense, de bébés chauves-souris donc qui ont quelques jours au moins. Et quand les mères reviennent pour nourrir le petit, elles se posent les ailes ouvertes sur la colonie de bébés, et les deux plus proches de chacune de ces tétines vont s'alimenter, et la femelle ne va pas forcément alimenter son propre jeune. C'est une alimentation collective, et tout le monde élève tout le monde. La masse permet de maintenir une certaine température au sein de la colonie, et l'ensemble des femelles alimentent l'ensemble des jeunes. Ça, c'est pas pour toutes les espèces, bien sûr. Il faut qu'il y ait des chiffres assez grands, mais ce sont des stratégies assez originales d'élevage des jeunes, et donc avec simplement un jeune par an, et donc une démographie qui est assez fragile s'il y a des pertes. Certaines années, c'est arrivé plusieurs fois ces dernières décennies en France. Le printemps est tardif. Il y a un petit créneau de beau temps. Les jeunes viennent au monde. Il fait très mauvais derrière. Les femelles n'ont plus à manger, elles n'ont plus de lait, et toute la génération peut disparaître en quelques jours. On a bien compris cette fragilité des chauves-souris. On va parler de leur longévité. On va parler de la longévité des chauves-souris. J'ai lu que la plupart des espèces pouvaient vivre entre 15 et 30 ans. Oui, c'est quelque chose qui a été une surprise. Alors, il se trouve que dans les années 30-40, ça a duré un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un grand engouement de la part, entre autres en France, des spéléologues qui trouvaient un intérêt particulier à motiver leurs explorations souterraines par la recherche de chauves-souris et la pose de bagues. Malheureusement, ça s'est souvent fait dans des conditions assez mauvaises pour les chauves-souris pendant leur hibernation. Pour aussi en dire un mot, donc les chauves-souris sont très vulnérables. Et les gens les manipulaient parce qu'elles ne pouvaient pas bouger, leur mettaient des bagues pas toujours de très bonne façon. Ces manipulations réveillaient les chauves-souris et c'est une dépense d'énergie considérable. Les bagues pouvaient les blesser. Et on est sûr d'une chose, c'est qu'on a perdu beaucoup de chauves-souris à cause de ces errances de bagages faites dans ces conditions-là. Et donc il y a des rapports, des documents qui existent qui laissent un peu rêveur. Aujourd'hui, heureusement, on a complètement changé de façon de travailler. Mais quand c'est bien fait, les bagages, ça a permis de retrouver des animaux année après année. Et on a des animaux, des rhinolophes, des murins qu'on appelait avant vespertilions. On est sûr qu'ils ont été bagués adultes. Et 30 ans après, on les a retrouvés. Et je crois que le record pour une chauve-souris qui doit peser une trentaine de grammes, c'est d'une quarantaine d'années. Et donc, si on revient à la comparaison souris-chauve-souris, une souris de 20 grammes, elle fait peut-être plein de bébés pendant l'année durant laquelle elle est elle-même venue au monde, mais à 18 mois, une souris est vraiment une vieille souris, et même sans être mangée par une chouette ou par un prédateur quelconque, elle n'atteint rarement 2 ans, si ce n'est des souris captives de compagnie, dans des conditions tout à fait différentes de la vie naturelle d'une souris. Or, une chauve-souris de 20 ou 30 grammes peut vivre 40 ans, et donc c'est là qu'on a la compensation de la faiblesse de la démographie annuelle. Et donc, si on laisse les adultes vivre, si on les détruit pas, si on les empoisonne pas, si on n'est pas méchant avec eux, entre guillemets, voilà, on peut compenser et récupérer des pertes. Et la nature qui peut éliminer une génération de jeunes avec un printemps tardif et très froid peut être compensée. Enfin, l'année suivante peut compenser la perte de ce printemps désagréable si les adultes ont toujours survécu. C'est émouvant ce que vous racontez. En effet, il y a une telle différence entre deux animaux qui ont une partie de leur nom en commun, mais qui n'ont que très peu de choses à voir finalement. On vient de le voir sur cette histoire de longévité. Parlons un peu de l'habitat des chauves-souris. On l'avait déjà un peu fait au premier épisode, on va le refaire maintenant. Où et dans quoi vivent les chauves-souris? Alors on pense bien sûr aux grottes, aux clochers, aux toits.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Alors certaines sont arboricoles. Elles vont vivre parfois derrière des écorces. Parfois d'ailleurs, elles vont squatter un appartement creusé par un pic. Ça veut dire qu'il faut laisser dans les forêts des vieux arbres qui ont des trous dans le tronc. Et ça, c'est vraiment pas une pratique que les forestiers apprécient beaucoup, parce que aujourd'hui, la forêt, il y a une grande confusion. D'ailleurs, quand on parle de forêt en France, c'est un autre sujet, mais Allez-y, développez. planter des arbres ne fait pas forcément une forêt. Une forêt, c'est un J'en ai parlé aussi dans un épisode avec Bruno Clerc, en effet. avec des arbres de différentes essences, de différentes espèces, de différents âges, à différents stades de développement. Quand vous avez une plantation monoculture d'arbres tous pareils, avec comme seul but de récupérer des sous derrière dans un temps court, on n'est pas du tout dans un schéma favorable à la biodiversité. C'est autre chose. Alors c'est pas incompatible. Je comprends que des gens exploitent des arbres, on exploite d'autres plantes, hein, mais Francis Allais a fait le même diagnostic que vous l'avez sans doute lu dans... pas que, enfin, bien sûr, moi je fais que répéter ce que disent les botanistes, que j'ai bien compris, mais j'ai pas de légitimité par rapport à ça, mais je fais que témoigner. Mais ça affecte votre chapelle, ça affecte ce que vous venez de dire, enfin la biodiversité. Bien sûr, et donc on a besoin d'arbres anciens dans lesquels il y a des trous qui sont peut-être pas très rentables au niveau économique, mais qui sont excessivement importants pour les chauves-souris. Donc il y a celles qui habitent dans les arbres, qui vont passer l'hiver dans les trous de pics bien tranquilles dans petites colonies. Mais alors vous avez cité les bâtiments, les clochers, etc. Et donc c'est vrai aussi que en Europe de l'Ouest et peut-être ailleurs, les bâtiments humains, entre autres les anciennes constructions faites avec des vieilles pierres, avec du bois, du torchis, plein d'interstices, pas du tout étanches au niveau thermique, ont certainement favorisé certaines espèces de chauves-souris, comme les rhinolophes, qui étaient plutôt des espèces méditerranéennes, et qui leur ont permis sans doute de gagner en latitude vers le nord. Et aujourd'hui, on a un phénomène qu'on comprend bien, qui est la rénovation thermique des maisons. Ça veut dire faire des maisons sans trous, sans espace, sans interstices, pour économiser de l'énergie en hiver, même si l'hiver est de plus en plus court et de moins en moins froid. Et ça, c'est contradictoire avec l'intérêt des chauves-souris. Il va falloir construire des abris. Oui. Tout à l'heure, je citais la ville de Bourges. Au niveau du musée d'histoire naturelle, on a un collègue extrêmement brillant au niveau de la cohabitation homme-humain-chauve-souris, Laurent Arthur. Laurent, c'est son prénom, et qui sait travailler avec des architectes pour, dans des cas de rénovation de bâtiments, ne pas oublier les chauves-souris. Et on peut faire des bâtiments avec des murs étanches, avec une très bonne homogénéité et une très bon maintien de l'énergie. Bilan thermique. Voilà, merci, je cherchais l'expression, un très bon bilan thermique, et rajouter à différents endroits, de façon un peu réfléchie, des parpaings, des petits interstices qui n'ont pas d'impact sur la maison et sur son bilan thermique, mais qui sont des abris essentiels pour nos amis les chauves-souris. Et peut-être on peut espérer les autres oiseaux, comme par exemple les hirondelles qui souffrent aussi. Les hirondelles, les martinets, il y a Bien des sûr. rénovations. Alors, on comprend, mais ne même pas imaginer qu'on puisse cohabiter avec d'autres espèces, c'est vraiment être vraiment étroit dans notre façon de voir le monde. Oui, je vous sens beaucoup plus militant que je vous avais entendu dans la tête au carré, et ça me fait plaisir parce que, enfin, à un moment donné, faut quand même se bouger un peu, quoi. Donc ça me fait plaisir de savoir qu'il y a un de vos collègues qui discute avec des architectes pour ne pas oublier ces espèces qui en plus sont très utiles dans nos constructions. On a déjà une manière tellement invasive d'habiter la Terre. Bref, je referai mon habituel refrain, mais c'est bien clair. On vient de parler de l'habitat, François, on l'a bien fait. Je voudrais que vous me disiez un mot sur la migration. Il y a des espèces de chauves-souris qui migrent et qui le font un peu comme certains oiseaux. Alors j'ai pas bien compris cette histoire de elles auraient des minéraux, j'ai pas bien compris comment ça se fait la migration des chauves-souris. Alors donc les chauves-souris qui habitent l'Europe sont pratiquement toutes insectivores, ce qui veut dire que quand l'hiver arrive, eh bien il n'y a plus d'insectes. Donc il y a deux solutions dans ces cas-là. On fait comme les hirondelles, on traverse la Méditerranée, le Sahara, et on va passer la mauvaise saison en Afrique tropicale, ou bien on fait comme les hérissons, on s'endort. Alors c'est pas du tout un sommeil, hein, c'est autre chose. On hiberne. Et alors les chauves-souris en Europe. Pardonnez-moi, on laisse rien passer dans Baleine sous gravillon. Dites-moi ce que ça veut dire hiberner concrètement. Vous avez dit c'est pas du tout du sommeil. C'est quoi l'hibernation concrètement? L'hibernation, c'est vraiment une baisse de toutes les fonctions vitales qui commence par on monte un petit peu l'acidité du sang. Il y a des modifications physiologiques profondes. Et on se met en mode d'économie d'énergie. On vit sur des réserves de matières grasses qui sont pas uniquement du gras qu'on a fait en mangeant trop, mais
qui sont sous une forme qu'on appelle la graisse brune, qui sont des cellules avec beaucoup de mitochondries très riches en énergie potentielle. Et on a un battement cardiaque, on passe à quelques battements par minute, quelques mouvements respiratoires par minute. On est vraiment complètement débranché. Ce qui veut dire que une chauve-souris qui est en hibernation, il lui faut pratiquement 1 heure pour se réveiller et redevenir active, avec une très grande dépense d'énergie. C'est pareil pour les hérissons, c'est pareil pour certains écureuils, mais pas l'écureuil roux de chez nous. C'est le cas des marmottes qui sont des écureuils. Donc c'est vraiment un phénomène extrêmement particulier qui n'est pas du tout assimilable au sommeil, dans lequel on a une récupération d'énergie. Le sommeil de l'humain, par exemple, dont on a besoin tous les jours de quelques heures, a vraiment une autre fonction que l'hibernation. Je ne pense pas d'ailleurs que les animaux puissent rêver pendant leur hibernation. On n'en a jamais interrogé qui ont raconté qu'ils rêvaient, mais quand on fait des enregistrements de leur capacité, de leurs ondes, des électroencéphalogrammes. Par exemple, on n'a pas de signaux qui ressemblent à ce qu'on a pendant le sommeil paradoxal des mammifères qui dorment simplement. Donc c'est vraiment un phénomène très différent. Et donc les chauves-souris chez nous vont toutes hiberner, mais simplement certaines vont migrer entre plusieurs pays européens. On a des espèces qui vont passer l'hiver dans le sud de l'Europe pour hiberner, alors qu'elles vont chasser au nord de l'Europe. Mais ce sont des migrations qui restent intra-européennes, et c'est donc le même phénomène, mais simplement sur une échelle et sur un concept, je ne sais pas si je peux prendre ce mot-là, qui est différent des migrations des oiseaux insectivores qui, eux, en général, même si on commence à avoir des modifications avec le changement climatique, avaient plutôt tendance à traverser la Méditerranée, le Sahara et partir, en tout cas pour les oiseaux ouest européens, vers l'Afrique au sud du Sahara, sachant que les oiseaux d'Est asiatique, par exemple, vont hiberner en Australie, bien sûr. Chacun va descendre dans les zones tropicales les plus proches, quoique, de ces zones où ils passent l'été. Et donc, les chauves-souris vont, pour certaines, faire des grands déplacements. Pour d'autres, vont simplement changer de gîte. Elles ont, pour la plupart, un gîte où elles passent l'été, un gîte où les femelles se reproduisent, des endroits où d'ailleurs les accouplements vont avoir lieu entre les mâles et les femelles, qui sont souvent le reste du temps séparés, et encore un endroit où elles vont passer l'hiver. Et donc elles ont plusieurs résidences possibles, la résidence d'été, la résidence du printemps, la résidence de l'automne et la résidence de l'hiver. Alors pour faire simple, vous avez des chauves-souris qui vont passer l'été dans le grenier et passer l'hiver dans la cave. Il leur faut un endroit humide et frais qui ne gèle jamais. C'est bien compris. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la migration. Je voudrais parler très vite parce que l'heure tourne des prédateurs des chauves-souris. Donc il y a les rapaces, les serpents, les chats. Vous avez déjà dit un mot sur les ravageurs que sont les chats. C'est très dommage. Je vous laisse développer un peu les chats. Oui, alors c'est vraiment un animal auquel on pense pas beaucoup, mais vous savez qu'on a plus de 10 ou 12 millions de chats de compagnie en France. Ce sont des animaux qui sont le plus souvent bien soignés, bien nourris, bien logés, vaccinés, qui vont voir des confrères vétérinaires comme il faut, et qui sont quand même des animaux capables de tuer des petits animaux. D'ailleurs, on fait des enquêtes, il y a différentes associations qui font des enquêtes pour vérifier ce que font vraiment comme prélèvement les chats de compagnie sur la petite faune. L'idée, c'est de pas condamner, mais c'est de responsabiliser les propriétaires, leur faire prendre conscience et de voir comment on peut faire en sorte que tout le monde cohabite. Mais c'est vraiment difficile parce que les chats font des très très grands prélèvements. Et on s'est rendu compte. Donnez des chiffres, François, si vous en avez. Ça se compte en millions de petits vertébrés. Non, mais en termes juste de pourcentage, je sais pas, il y a pas des chiffres plus clairs. Moi, je n'ai que le prélèvement. Les prélèvements, c'est des millions de petits mammifères, de petits lézards, de petits oiseaux. Tant que c'est des souris, ça va, mais quand c'est des oiseaux et des chauves-souris qui sont utiles et rares. C'est pas que des souris, c'est beaucoup d'autres choses. Oui, justement. Et les gens font des photos de ce que en plus, le chat rapporte. Le chat ne mange pas toujours. Et donc, on peut identifier les proies. Et c'est parfois très, très impressionnant. Et on a des exemples de chats qui ont repéré un endroit sur un mur, en haut d'un grenier, sous un faîte de toit, le trou par lequel toute une colonie de chauves-souris sort le soir. Et les chats ont trouvé un endroit où ils pouvaient s'installer pas très loin de ce trou et à attraper les chauves-souris les unes après les autres jusqu'à la dernière. Et juste par jeu, parce que c'est un chat. Et donc, ce sont parfois des impacts extrêmement négatifs par rapport à ces petites espèces qui ont déjà pas mal de soucis avec la cohabitation avec les humains. Et quand en plus le chat de la maison joue ce rôle-là, c'est vraiment dommage. On a mis par exemple des caméras GoPro sur des chats
dans des petites maisons où les gens disaient mais quand je me couche, le chat dort dans son panier, quand je me réveille, le chat dort dans son panier. Le chat il dort comme moi la nuit. Et puis quand on a relevé au bout d'un certain temps la caméra GoPro, le chat il avait une sortie possible quand la maison était fermée. On s'est rendu compte que le minou avec le GPS qui était sur le GoPro, il passait sa nuit avec ses copains chats à plusieurs kilomètres de la maison. Il faisait sa vie de chat et il rentrait habilement avant le réveil du maître. Et les gens ne se rendaient jamais compte de ce que les chats vivaient la nuit. Et donc, le chat avait une vie officielle dans la journée avec ses propriétaires et une nuit féline, la nuit tout à fait différente avec ses copains chats. Et tout ça se passait très bien jusqu'au moment où la caméra GoPro a dévoilé la vie secrète du minou. Extraordinaire anecdote, François. On va enchaîner. Certaines chauves-souris sont aussi victimes des araignées. Je ne sais pas si vous le savez. Alors si, il y a quelques animaux qui sont capables d'attraper des chauves-souris. Alors ça reste un peu anecdotique. On a quelques serpents qui seraient capables de capturer des chauves-souris à l'entrée des grottes. On a des images assez spectaculaires, mais ça reste aussi anecdotique. Des araignées, il faut que l'araignée soit suffisamment grande. C'est des migales. Oui, des migales. En Amérique du Sud, les migales sont américaines. On a aussi des insectes. Les araignées ne sont pas des insectes, mais on a quelques invertébrés capables de capturer des chauves-souris. Par exemple, dans les grottes qui sont riches en colonies de chauves-souris, si jamais une petite chauve-souris, pas encore volante, tombe du plafond par terre, il y a toute une faune d'insectes qui l'attend et elle nourrit toute cette faune-là. Et vous avez des grottes, c'est très spectaculaire. Déjà, l'ambiance est suffocante au niveau température. Des gaz. Hygromitré, voilà, ça sent un peu bizarre. Non, ça sent très mauvais, François. Parlons français. Ça sent bizarre. On est trempé de transpiration parce qu'il n'y a plus aucun courant d'air pour aérer un peu le corps. Et on a sur le sol une couche d'insectes de différentes espèces, ou pas que des insectes. Et tout ça, ça mange tout ce qui tombe du plafond. Et donc, alors, ce sont des animaux détritivores qui vont pas attraper les chauves-souris vivantes, mais ils profitent de tous les cadavres, ou des animaux qui tombent encore vivantes et qui ne repartiront pas. Et on a la célèbre buse des chauves-souris qu'on trouve en Afrique et en Asie tropicale, qui est un rapace dont la spécialité, c'est manger des chauves-souris. Et j'ai eu la chance de voir ça en Asie du Sud-Est. Vous avez une colonie de chauves-souris, mais c'est spectaculaire, ça sort par un trou dans une colline. La colline est creuse. Et on a l'impression que c'est un nuage de fumée. En fait, ce sont plein de chauves-souris qui sortent. C'était des Molossidés, une famille de chauves-souris pourtant qui volent très bien. Ça sort au flot continu pendant 1 heure. Et vous avez la buse qui tape dans le tas. Et d'ailleurs, il lui faut plusieurs tentatives pour attraper une chauve-souris. Et une fois qu'elle a mangé une chauve-souris ou deux, comme c'est pas un très gros oiseau, elle a son repas. Et elle est vraiment spécialisée sur les chauves-souris. Intéressant. On l'a évoqué aussi lors du premier épisode, les chauves-souris, on le répète, sont extrêmement utiles. On n'est pas des vendus, c'est vrai. Elles mangent beaucoup d'insectes et donc beaucoup de ravageurs. Et donc, on serait bien inspiré de les protéger. On l'a déjà dit, donc je passe là-dessus. À moins que vous souhaitiez ajouter un mot sur cet aspect très utile. Ce que je pourrais dire simplement, c'est que en tant que biologiste, on discute du terme utile comme du terme nuisible. Ce qu'on peut dire, c'est ce que font les chauves-souris. Et les chauves-souris, elles consomment des quantités d'insectes qui, pour certains, sont des ravageurs des cultures et transmetteurs de maladies aux humains. Et simplement, c'est facile de comprendre que si on élimine les chauves-souris, les insectes, ils vont rester et on devra utiliser des insecticides, des pesticides qui vont coûter cher et dont les molécules dégradées dans l'environnement auront tous des impacts négatifs. Et ça paraît beaucoup plus intelligent, plein de points de vue, économique, humain, écologique, de laisser faire les chauves-souris. Il y a une expérience qui a été faite en Floride où ils ont construit une bat house. Vous en avez entendu parler? Oui, alors il y a eu des projets depuis très longtemps au Texas, dans différents coins des États-Unis, au tout début du XXe siècle, à l'époque où on cherchait des engrais aussi. Et on voulait faire des tours à chauves-souris avec l'idée de faire des colonies dans des endroits où on pourrait facilement récupérer le guano. C'était avant qu'on passe aux engrais chimiques, en fait. C'est dommage, sur le papier, ça paraît intéressant. Bien sûr. Alors, les chauves-souris n'étaient pas toujours volontaires pour travailler gratuitement pour les humains, apparemment. Enfin bon, c'est pas toujours facile de convaincre des animaux de faire des choses qui nous intéressent. Elles ont leur logique à eux et nous, on n'a pas toujours les mêmes logiques que les petites chauves-souris. Voilà. En effet. Je voudrais qu'on parle d'un aspect très connu des chauves-souris, et puis de tout ce qui est culturel, mythologique. Alors, parlez-moi du vampire, vite fait. Il y a une espèce de chauve-souris hématophage qui vit en Amérique du Sud. En fait, elles sont 3. Il y a 3 vampires, mais c'est vraiment trois espèces très proches qui sont toutes américaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot vampire, il date du Moyen Âge et de l'Europe.
Et quand le mot vampire est apparu dans la littérature européenne, on ne connaissait pas les chauves-souris hématophages. Et c'est quand les Européens, après Christophe Colomb et tous ses descendants et conquistadors, autre histoire, ont découvert l'Amérique du Sud, ils ont découvert les chauves-souris hématophages et qu'on a appelé vampires. Mais le mot vampire, il vient pas du tout des chauves-souris, c'est tout à fait autre chose. Quand on a nommé les chauves-souris avec des noms scientifiques, les 3 vampires sud-américains, il s'appelle, par exemple, le vampire roux le plus connu, il s'appelle Desmodus rotundus. Pourquoi pas? Mais inversement, les mêmes savants qui donnaient des noms aux chauves-souris au 19e et au début du 20e siècle ont utilisé vampire, vampirum, vampiressa, vampirella, des combinaisons autour de vampires pour des chauves-souris qui mangent des fruits bien mûrs, pour des chauves-souris qui mangent des insectes. Et donc, on a donné à des chauves-souris qui n'avaient rien à voir avec les vampires des noms de vampires. C'est assez paradoxal. Et alors, ces chauves-souris, apparemment, étaient connues des Amérindiens, donc d'avant. Et il y a sans doute une tradition très forte au niveau de l'Amérique centrale entre les Aztèques, entre les Mayas et les vampires, parce que c'était quand même pas forcément tout à fait apprécié de se faire manger par un petit vampire, même si c'est pas une très grosse chauve-souris. Le souci, c'est qu'elle pourrait transmettre la rage en même temps que son petit baiser pour s'alimenter. Et on a des représentations picturales de statues de têtes de chauve-souris dans les sites mayas qui sont certainement liés à l'histoire de la cohabitation entre les humains mayas, aztèques et les chauves-souris à travers les vampires. Et dans la mythologie maya, il y a un livre tout à fait intéressant qui s'appelle le Popol Vuh, qui est un des codex. Le livre des morts. Voilà, une partie de l'histoire des mayas qui était écrite par un maya qui avait été éduqué par les Espagnols et qu'il a pu l'écrire en version espagnole. Il y a un personnage très particulier qui est la chauve-souris qui joue un rôle dans l'histoire de ce peuple, dans sa mythologie. Un rôle plutôt bénéfique? C'est un rôle un peu ambigu, c'est vraiment entre l'inframonde et le monde en surface, donc c'est, parce que les chauves-souris sont quand même nocturnes, donc c'est vraiment ce qui se passe en dessous, et c'est un rôle, je ne sais plus très bien quel était le rôle, mais c'était un rôle important. Il ne fallait pas se moquer des chauves-souris parce que, voilà, elles étaient présentes et il fallait quand même y faire attention et leur donner l'intérêt dont elles avaient besoin. Très bien, on va finir sur ces histoires de mythologie. Tout le monde a entendu parler de Dracula, j'y reviens pas. Batman également. J'ai appris qu'il y avait une tétralogie sur les chiroptères qui s'appelait Ombre, aile d'argent. Alors ça doit être pour les enfants, je sais pas, j'avoue, j'y connais rien. Silver Swing, des livres où les héros sont des chauves-souris. Et puis je voudrais finir cette émission sur 2 choses. La première, c'est la célèbre fable de la chauve-souris et des 2 belettes. François, dites-moi que vous la connaissez. Oui, je la connais, oui. Résumez cette fable, sa morale. L'histoire, c'est que la chauve-souris, elle est ni oiseau ni souris, et donc elle peut utiliser jusqu'à un certain point le fait que ceux qui mangent des oiseaux vont pas la manger parce que c'est pas un vrai oiseau, ceux qui mangent des souris vont pas la manger parce que c'est pas une vraie souris. Mais en fait, on peut pas non plus jouer indéfiniment sur les 2 tableaux. Enfin, c'est une histoire un peu étonnante où manifestement la chauve-souris en tant que chauve-souris n'était pas bien comprise par les fabulistes, mais il faut pas forcément voir dans les fables de l'histoire naturelle, c'est autre chose. Alors, si je me souviens bien, dans la fable de La Fontaine, elle s'en sort 2 fois. Elle est capturée par une première belette qui est ornithophage, qui mange que des oiseaux. Et elle lui dit, mais non, mais moi je suis pas un oiseau, regarde, j'ai des poils, je suis une souris. Et donc elle en réchappe, vous l'avez bien dit. Dans le deuxième cas, elle est attrapée par une belette qui mange l'inverse, et donc elle en réchappe aussi. Et donc c'est un ode au fait d'être malin et au fait surtout d'être adaptable. Moi j'ai lu ça comme ça. Sans doute, tout à fait, oui. Et il me semble pas qu'elle meurt à la fin de la fable, il me semble qu'elle s'en sort dans les 2 cas. Pas relu récemment, mais tout à fait. Et je vous lis la fin de cette fable, je l'ai sous les yeux, François. Je vous lis la fin de cette fable. Je suis souris, vive les rats, Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, elle sauva 2 fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changeant au danger, ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Bon, on comprend rien, c'est du La Fontaine. Mais bref, le sage dit, selon les gens, vive le roi, vive la ligue. Voilà, c'est un grand cri du cœur au fait d'être adaptable, de savoir choisir son camp, retourner sa veste. J'allais le dire, ça fait un peu penser au retournement de veste quand même, oui. Oui, voilà, c'est ça. Très bien François, j'en viens à la toute dernière question de cette émission, qui est la question traditionnelle. Le titre de Baleine sous gravillon, vous l'avez, je viens de vous le rappeler. Est-ce que ce titre vous inspire quelque chose ? En fait, j'ai été étonné parce que quand j'ai regardé sur Internet, j'ai vu apparaître un dessin. On voit quelqu'un sur un canoë-kayak et il nage au-dessus du requin-baleine. Et donc, je me suis demandé pourquoi c'était pas requin plutôt que baleine, puisque les animaux qu'on voit sont des requins-baleines.
Et il n'y avait pas de gravillon du tout d'ailleurs. Donc je me suis demandé. Vous parlez de mon logo. En effet, j'ai choisi un requin-baleine qui est face à une pirogue dans le cas de la saison 1 et puis plusieurs baleines avec une pirogue à balancier dans le cas de la saison 2. Vous l'avez bien relevé. Alors ce sont des requins et pas des baleines, vous l'avez bien vu. Pour moi, c'est juste un symbole des interactions entre l'homme et la nature. C'est là que je situe mon podcast. Mais c'est bien vu de votre part. Vous avez vu une contradiction entre le titre et l'image. Oui, c'est un requin, c'est pas une baleine. C'est un peu comme les chauves-souris et la fable des deux belettes. Donc j'apprécie beaucoup cette petite remarque très subtile que vous venez de faire. Est-ce que hormis ça, alors voilà, je pense avoir été clair. C'est une image que j'ai prise parce que voilà, c'est un cas de rencontre entre un homme et un poisson où on a l'impression que les deux s'observent, les deux se regardent. Accessoirement, je trouve que c'est une très belle image. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Mais j'insiste quand même pour savoir ce que vous pensez du titre en termes de symbolique, au-delà des images. Il me semble qu'il n'y a pas de S à gravillon d'ailleurs, si j'ai bien lu. Ni à baleine. Ni à baleine. Donc oui, déjà une baleine c'est déjà encombrant, donc une seule ça suffit. Et pourquoi pas de S à gravillon, parce qu'on peut en mettre beaucoup à côté d'une baleine même normale. Et donc pour moi la baleine c'est vraiment le plus gros animal qu'on connaisse qui vit encore sur Terre et sans doute qui a vécu sur Terre. Les gravillons, c'est les machins qui font du bruit sous les roues des voitures. Il y a une belle chanson de Lucinda Williams, Car Wheels on a Gravel Road, que j'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé que c'était assez étonnant parce que j'ai eu la chance de voir quelquefois des baleines, mais pas du tout là où j'ai pu voir des gravillons. Des gravillons pluriels, je sais pas, on pouvait mettre des gravillons sur une baleine, mais un gravillon sur une baleine, on le verra pas. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'explication à l'association des deux termes, qui ne me choque pas d'ailleurs, que je le trouve plaisant à lire, mais j'ai pas bien compris le lien entre les deux. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de dormir du tout. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Merci infiniment. Je pense qu'on a été utile parce que les chauves-souris sont mal aimées, mal comprises, et donc chaque minute d'explication, j'espère, peut servir à quelque chose. Je vous remercie beaucoup, François. J'espère vous rencontrer un jour en vrai, vu que vous habitez à Paris, pas très loin, enfin à Boulogne, pardon, Billancourt. Voilà, merci infiniment et à une prochaine, j'espère. Et merci d'avoir donné un peu de parole aux chauves-souris. J'espère qu'elles m'en voudront pas de ce que j'ai raconté et qu'elles comprendront que c'était vraiment pour essayer de les faire mieux connaître et mieux apprécier. Je l'espère aussi. Au revoir, François. Au revoir, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les mercredis et les dimanches pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont indispensables pour être mieux référencés et j'en ai beaucoup trop peu pour l'instant. Pourtant, grâce à eux, le podcast serait spontanément proposé à davantage d'auditeuristes. Baleine sous Gravillon est fait sans aucune aide, sans pub. Il me prend tout mon temps depuis quelques mois et n'est pas monétisable. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc aussi m'aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.